Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. C'est toujours magnifique de faire des conférences avec la Société des Arts, qui s'intéresse à beaucoup de sujets, avec un angle critique aussi pour nous, en tant que consommateurs citoyens, c'est très important. Donc il y a ce phénomène des labels durables dans plusieurs domaines différents, dans les vêtements, dans les aliments, dans les fonds de placement. Alors j'aimerais aborder avec vous quelques aspects qui montrent que très souvent, ces labels promettent plus que ce qu'ils ne délivrent vraiment, parce qu'ils sont souvent utilisés comme un argument de vente finalement, parce que c'est tentant, il faut dire. Mais les réalités derrière sont souvent complexes et ne correspondent pas tout à fait à la promesse qu'il y a sur l'étiquette. Donc on prend le sujet sous deux angles. Sous l'angle de la finance durable, parce que certains d'entre vous ont peut-être été confrontés à la possibilité d'investir dans un fonds éthique, un fonds durable. Par exemple, vous aviez de l'épargne et votre banque vous a proposé des différentes possibilités, puis vous êtes dit c'est quoi ces fonds durables. Par exemple, ils avaient cette étiquette ESG qu'on va expliquer, et qu'est-ce que ça recouvre vraiment. L'autre volet, ça va être l'industrie textile, parce que là aussi, il y a de la recherche qui a été produite par l'Université de Genève en collaboration avec d'autres universités, qui a montré que les labels de vêtements durables recouvrent des réalités qui sont pas du tout aussi vertueuses. Donc c'est intéressant d'être conscient de ces aspects, et de la tentation aussi de beaucoup d'entreprises aujourd'hui de recourir à ce marketing vert. Par exemple, moi qui suis journaliste économique depuis 25 ans, les rapports annuels, autrefois, c'était vraiment les comptes de la société. Aujourd'hui, vous téléchargez un rapport annuel. D'abord, il fait 3 fois plus de pages parce que c'est du PDF aujourd'hui, ça s'imprime plus. Et en plus, il y a une centaine de pages uniquement sur le côté environnemental, social, responsable, sur la durabilité. C'est des pages et des pages, mais est-ce que ça dit vraiment la vérité? Non, parce que d'un autre côté, vous aurez une ONG qui pratiquement au même moment va dire que cette entreprise a contaminé des eaux quelque part, a fait de l'extraction minière en violant les droits humains, etc. Bref, donc voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pardon. La finance durable, tout d'abord. C'est un phénomène assez important, surtout en Suisse romande, parce que depuis une vingtaine d'années, la Suisse s'est vraiment profilée sur ce secteur, surtout parce qu'elle était un petit peu en recherche d'un nouveau créneau après la disparition du secret bancaire, qui avait été notre fonds de commerce ici sur la place financière suisse. Et donc, quand il y a eu l'idée de la finance durable, c'était une opportunité avant tout commerciale. Alors, il y a eu un lancement de fonds ESG. Donc, ESG, c'est, comme indiqué ici, soucieux de l'environnement, du social et de la gouvernance. Et ces fonds labellisés comme ça ont été produits en masse. Aujourd'hui, ils recouvrent quasiment 1000 milliards de francs de fonds sous gestion, fonds de placement labellisés comme ça. Et ensuite, il s'agissait de voir qu'est-ce qu'il y avait dans ces fonds. En principe, un fonds qui se veut éthique, qui se veut durable, il veut logiquement exclure tout ce qui est polluant et tout ce qui viole les droits humains. Donc, il va éviter toutes les énergies fossiles, l'extraction minière suivant les conditions dans lesquelles elle se fait, tout ce qui est tabac, tout ce qui est mauvais pour la santé, l'armement aussi, tout ce qui est contraire aux droits humains. Dans l'alimentaire, par exemple, ou la production laitière, forestière, la chimie et l'agrochimie, les métaux, ces entreprises, pour qu'elles soient sélectionnées dans ces fonds de placement, elles sont censées aujourd'hui montrer qu'elles sont conformes aux attentes en matière de protection de la nature et des écosystèmes. Sinon, elles ne peuvent pas être choisies pour entrer dans un fonds de placement durable. Donc ça, c'est la définition de ce qu'est la finance durable à la base.
Mais le problème, c'est qu'au moment où cette industrie a décollé, il y avait des fonds qui existaient déjà, qui étaient des simples fonds de placement avec des actions, des obligations, quelque chose d'assez traditionnel. Ils ont juste été relabellisés ESG. Ça, c'est un cas un peu extrême parce que c'est pas très honnête de simplement prendre un fonds et dire oui, tout ce qui est dedans va bien, je vais le renommer durable et puis ça va bien. Mais c'est arrivé. Moi, j'ai été témoin d'un fonds comme ça, qu'une boîte à Genève, une firme d'asset management à Genève distribuait. Je leur ai dit, mais il a le même contenu, les mêmes entreprises que ce qu'il y avait avant que vous l'appeliez durable. Bref. Après, on a aussi constaté que les entreprises elles-mêmes, il est difficile de choisir celles qui font vraiment un effort de durabilité parce qu'elles freinent la tendance. Même si dans leur rapport annuel, elles promettent beaucoup de choses, en réalité, il y a 100 fois plus d'entreprises qui se disent durables qu'il y a 20 ans, mais les émissions carbone ont augmenté sur la même période et les dégâts environnementaux ont plutôt tendance à s'accélérer encore aujourd'hui qu'à se freiner. Donc, c'est surtout, il y a un décalage, si vous voulez, entre les discours par rapport à la durabilité et la réalité des entreprises. Un autre exemple de greenwashing, de promesses non tenues, mais qui est assez typique. Je ne donne pas de nom de banque ici. C'est parce que il y a par exemple, le journal Mon Argent, c'est un mensuel auquel on peut s'abonner, qui donne un peu des conseils d'investissement. Il a répertorié comme ça un fonds qui promettait d'être responsable et s'adressant à des investisseurs qui ont un profil ESG attractif, qui sont en affinité avec le concept de durabilité. Il était à fin août 2023, il contenait 2 géants du pétrole et du charbon, qui sont 2 gros émetteurs de gaz à effet de serre, Shell et Rio Tinto, qui est le numéro 2 mondial de l'extraction chinois et qui est au Brésil. Dans un autre exemple, on avait un fonds ESG compatible qui contenait des actions de Total Energy. Donc là, on va vous dire oui, mais parce que Total investit en même temps dans les énergies renouvelables. Alors, quels sont vraiment les critères? Il n'y a pas des critères vraiment qui font consensus. Tout le monde choisit, chaque gérant va décider finalement qu'est-ce qu'il veut mettre dans son fonds durable. Et vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez ne pas être d'accord parce que si vous allez dans un fonds durable, vous voulez peut-être pas qu'il y ait Total dans le fonds. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait beaucoup de débat. Et au niveau de la finance des banques elles-mêmes, des banques suisses, en 2022, un consortium d'ONG a montré que Crédit Suisse et UBS, feu Crédit Suisse, mais à l'époque, Crédit Suisse existait encore, ont canalisé 20 milliards de dollars vers l'industrie du charbon. Ça veut dire qu'il y avait 20 milliards d'investissements de clients qui ont été placés dans des entreprises de charbon, qui restent le combustible le plus polluant au monde, tout en ayant pris, alors que Crédit Suisse et UBS avaient pris l'engagement zéro carbone d'ici 2050. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises se sont engagées à cette décarbonisation, à des émissions zéro d'ici 2050. Mais en pratique, on en est très loin. Alors, beaucoup de fonds en Suisse qui se disent durables ne passeraient pas la rampe de la réglementation européenne qui est très stricte aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que là-dessus, l'Europe, elle a décidé de mettre le paquet. Ils sont très sévères sur la durabilité. En tout cas, plus que la Suisse. La Suisse reste très complaisante là-dessus parce qu'elle a décidé de ne pas réglementer ce secteur. Parce que les banques sont très puissantes en Suisse et qu'elles ont obtenu qu'elles s'autorégulent elles-mêmes, que ce soit elles qui décident comment elles veulent s'organiser pour proposer de la finance durable. Après, il y a plusieurs questions qui se posent. Si vous excluez, si vous dites « je ne veux absolument aucune entreprise polluante dans mon investissement », qu'est-ce que vous allez exclure? Vous allez exclure une entreprise si
plus que 5% de son chiffre d'affaires provient d'une activité polluante, par exemple, ou si c'est plus que 10% de son chiffre d'affaires, à quel endroit vous allez mettre la limite, etc. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de consensus actuellement, et il y en a qui sont beaucoup plus stricts que d'autres. Donc, si vous décidez d'investir de façon durable, ce sera à vous de vous asseoir avec votre conseiller et de lui dire, voilà ce que je veux. Je veux des entreprises dont le chiffre d'affaires, qui font moins de temps dans des activités polluantes. C'est quasiment vous qui allez devoir lui dire ce que vous voulez, parce que sinon, ça peut ne pas du tout correspondre à ce que vous recherchez. Il y a aussi la possibilité d'investir avec un gérant qui va être actif au sein de l'entreprise pour la changer de l'intérieur. Ça, c'est mieux. C'est mieux que juste un fonds ESG qui exclut tout ce qui ne va pas. Parce que si on s'engage dans une entreprise polluante, on peut modifier ses pratiques en allant à l'Assemblée générale et en votant d'une certaine manière. Mais il faut être nombreux, il faut qu'il y ait beaucoup d'investisseurs à y voter, parce que si on est minoritaire, on ne peut pas changer la politique de l'entreprise. Donc c'est ça la condition. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez viser un impact réel et pas juste des promesses commerciales. Et pour avoir un impact réel, il faut vraiment aller regarder au fond dans le produit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait pour changer l'activité polluante. Aujourd'hui, on arrive à la conclusion que la définition de ce qu'est un placement durable doit être plus stricte, un concept plus strict, avec des exigences de placement qui sont plus transparentes, qui sont partagées avec l'investisseur, discutées avec lui, et aussi que dans ce sigle ESG, le S de social doit beaucoup se renforcer. Parce que depuis qu'on parle d'ESG, de durabilité, en fait, on ne parle que d'environnement, mais on ne parle pas de social. Et on va voir avec les labels dans le monde des textiles que c'est très important aussi de respecter les conditions de vie des travailleurs, d'améliorer peut-être leur rémunération, de pas... Si vous avez des vêtements avec des fibres organiques mais faits par des travailleurs sous-payés, comme on le verra, c'est pas mieux, ça va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas éthique. Et donc, vous pouvez pas dire que vous avez vraiment une étiquette durable sur votre vêtement, par exemple. Donc, c'est ESG, ça fait beaucoup de critères. Ça fait aussi que si je suis une entreprise, je dois respecter les conditions des gens qui travaillent dans les mines, si je suis dans l'extraction minière, etc. Ça va plus loin que simplement l'environnement. Là, je vous soumets... il y a une ONG qui s'appelle l'Alliance climatique suisse qui vient de publier ces jours-ci, alors je me suis dit je vais vous le soumettre, le résultat des caisses de pension suisses qui gèrent vos retraites. C'est un groupe d'investisseurs très puissant, les caisses de pension. Donc c'est 1500 milliards de francs suisses, nos retraites. Elles sont investies sur les marchés. Comment est-ce qu'elles sont investies? Eh bien, elles sont très peu investies dans le durable. Très peu. L'Alliance climatique suisse commence par faire un constat positif en disant qu'il y a une amélioration. Par exemple, ici, les investisseurs, les caisses de pension qui étaient les plus néfastes pour le climat, il y en avait 58% en 2022, et que là, en 2024, déjà, il n'y en a que 51%. Donc, il y a une progression. Puis celles qui sont vraiment... visionnaires, ça veut dire extrêmement exemplaires et qui sont que dans des investissements 0% d'émissions carbone. Ça, par contre, ça reste 1%. Mais ceux qui sont vert clair, ça veut dire qu'ils font des progrès vers plus d'écologie, c'est quand même passé de 25 à 36%. Donc, la tendance générale est plutôt positive, mais seuls 1% sont vraiment en ligne avec ce que devraient être les objectifs d'ici 2050 pour des émissions d'un réchauffement de seulement ramené à 1,5% au lieu des 3% actuels. C'est les objectifs de l'accord de Paris. Maximum 1,5% de réchauffement d'ici 2050. Alors,
Il y en a vraiment très peu qui, disons, non, ceux en vert clair, ils sont en ligne, ils sont plus ou moins en ligne avec ces objectifs-là, mais ils gardent des activités moins idéales. Mais seuls 1% ont un impact carrément positif sur l'environnement, sur l'écosystème. C'est-à-dire, ils reconstruisent carrément l'écosystème, ils améliorent, ils corrigent, ils réparent. Ça, c'est 1%, c'est infinitésimal. Et alors, il reste ceux qui sont les mauvais élèves. Et ça, c'est par exemple la caisse de pension de l'UBS. Est-ce que quelqu'un est à l'UBS? Retraité de l'UBS? Intransparente. Ça, c'est l'évaluation de l'Alliance climatique suisse. Ça, c'est eux. Bon, ils ont une sensibilité verte très forte, hein, mais disons qu'ils disent que la caisse de pension d'UBS, de Roche, de plein d'entreprises connues, hein, Swatch, de la Zurich Assurance, Syngenta, Richemont, c'est quand même des boîtes très importantes, hein, certaines cotées au SMI suisse, hein, qui font partie des valeurs phares de la Suisse, etc., qui sont tous des mauvais élèves. Il y a beaucoup d'opacité dans leur placement. Beaucoup se disent durables pourtant. Hein. C'est vraiment, si vous regardez leur rapport annuel, ils font beaucoup de promesses, mais si vous regardez comment ils investissent l'argent de leurs retraités, eh bien, c'est sans impact positif. Et si on essaye d'examiner ça de manière indépendante, on n'a pas accès aux informations, il y a beaucoup d'opacité et surtout beaucoup de stagnation. Ça veut dire que les progrès ne se font pas voir. Pour des raisons très simples, c'est qu'une caisse de pension, c'est un investisseur comme un autre, et puis elle veut faire des rendements. Et si vous et moi, ou une caisse de pension, on veut investir, eh bien, aller dans un investissement durable, c'est pas forcément faire le rendement maximal. Ça, il faut le savoir. Si on veut faire le rendement maximal, il faut être un trader, un hedge fund, un spéculateur, il faut aller au casino, tenter le tout pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Un investissement durable, c'est quelque chose qui est dans le long terme, où vous faites une pesée d'intérêt général, où vous dites, moi, je vais avoir tant de rendement, mais en même temps, des populations de travailleurs, des agriculteurs, des gens des pauvres, ou l'environnement, l'écosystème, la biodiversité, tout ça va être préservé en même temps. Donc, c'est ça le calcul que vous faites quand vous investissez de manière durable. C'est une philosophie. Vous n'êtes pas dans votre maximisation actionnariale qui reste aujourd'hui la philosophie dans tous les conseils d'administration des grandes entreprises. Hein. Ça a tendance à beaucoup résister, cette philosophie, et parce qu'on ne veut pas perdre du rendement, on ne veut pas perdre du chiffre d'affaires, etc. Donc, pour conclure cette partie sur les fonds de placement, moi, je vous recommande, si vous vous intéressez à ce domaine, vous prenez votre fonds, vous allez voir c'est quoi les 10 entreprises principales dans lesquelles ce fonds investit, et vous jugez par vous-même qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises, quelles sont leurs activités, quelle est leur réputation dans le domaine de la pollution et des droits humains. En général, il faut peu se fier aux labels et aux notes. Il faut préférer des choses comme l'économie circulaire, la proximité, des choses qui sont moins commerciales, mais plus réelles. Il ne faut pas prendre des produits trop coûteux parce que ça va être enlevé du rendement que vous allez avoir. Donc, déjà, vous faites un choix qui est éthique. Alors, prenez quelque chose comme un ETF durable, c'est un produit qui va moins vous surfacturer, et cherchez les véhicules de placement qui font de l'impact, qui ont vraiment une visée d'améliorer l'environnement et d'améliorer le social et les droits humains. Maintenant, si on passe à l'industrie vestimentaire, moi j'aimerais pas faire trop long parce que j'aimerais bien qu'on ait le temps d'échanger. Mais je veux quand même qu'on passe un peu de temps sur les labels cette fois, dans l'industrie vestimentaire et les problèmes qu'ils peuvent poser. Donc ça aussi, c'est un lieu de greenwashing.
Il y a eu de la recherche. Là, je donne un exemple de recherche de greenwashing machine, par exemple, dont j'ai pris quelques éléments. Là, j'avais écrit sur ces trouvailles de ces deux académiques. Tout d'abord, leur premier reproche, c'est qu'un label durable que vous achetez va souvent négliger la dimension sociale, comme je disais tout à l'heure. Aucun label durable que vous trouverez aujourd'hui, de coton organique ou choses du même genre, ne va exiger que les travailleurs qui produisent ce coton soient correctement payés, par exemple. Et pourtant, on voit des exemples par exemple, des Éthiopiennes employées dans les usines de H&M, Calvin Klein ou Guess, qui sont payées 23 € par mois. C'est-à-dire les travailleurs dans ces sweatshops et dans ces usines du Sud sont vraiment extrêmement sous-payés, hein. Aujourd'hui, ça ne fait pas vraiment débat. Il n'y a pas un activisme qui va vouloir dire « oui, mais moi, j'aimerais pas porter des habits que des gens ont été réduits à l'esclavage pour produire, pour fabriquer, quoi. » Donc, il arrive très souvent qu'on s'offre une bonne conscience avec des fibres qui sont durables, hein, on porte ça, sans savoir vraiment comment vivent les travailleurs qui les ont produits. Premier aspect. Deuxième aspect. Et là, je trouve que c'est assez problématique. C'est les marques elles-mêmes qui décident quelles fibres sont les plus durables. Et la tentation est grande pour elles de choisir les fibres les moins chères et de décider que c'est, comme par hasard, aussi les fibres les plus durables. On va voir cet exemple avec le polyester. Mais déjà, il y a le nombre de fois le taux d'usage d'un vêtement. Est-ce que vous avez pensé au taux d'usage d'un vêtement, à quel point ça compte dans la durabilité? C'est extrêmement important. Eh ben, ce n'est pas du tout pris en compte. Or, si un vêtement en coton organique est porté 10 fois, il sera moins écologique qu'un autre en coton conventionnel, mais porté 20 fois. Parce que vous allez mieux l'utiliser, vous allez moins gaspiller, et il y aura moins de nouvelles productions derrière. Donc, un vêtement de soie qui est porté pendant des années est beaucoup plus écologique qu'un vêtement en polyester qui est jeté très souvent, parce qu'on est vraiment dans cette situation aujourd'hui. On a des vêtements pas chers en polyester qu'on va apporter, la mode va changer très vite, on va jeter énormément, et le taux d'usage va être beaucoup, beaucoup moins bon que les vêtements qu'on portait auparavant, mais qui étaient dans des fibres qu'on estime, comme la soie, on estime que la soie n'est pas durable aujourd'hui, et que le polyester est plus durable. Voilà, alors que la soie, peut-être on la conservait plus longtemps. Autre problème, les chercheuses en question ont identifié que le label va être tiré d'indices de durabilité standardisés. Dans ce domaine, il y a une société qui s'appelle Higg, qui a été créée par la Coalition pour des textiles durables, qui est finalement un groupe de gros fabricants, de gros vendeurs de vêtements, distributeurs de vêtements, Patagonia, Kering, Walmart, Nike et d'autres. Donc, ils ont fondé cette coalition. Cette coalition a créé un indice et cette entité qui fait l'indice, elle est incorporée au Delaware sous un statut qui lui permet d'être opaque, de générer un profit, de verser des dividendes, sans rendre aucun compte au public. Donc au niveau gouvernance, ça laisse déjà à désirer. Et puis elle est contrôlée par ses marques, tout simplement. Ça aussi, il y a un conflit d'intérêts dans cette affaire. Sur la base de ces indices, on va établir, par exemple, que la soie naturelle et l'alpaca, ce n'est pas durable. Ils vont être mal notés. Donc, on va les abandonner. Vous trouvez peu d'habits aujourd'hui dans le commerce de textiles de masse en alpaca ou soie naturelle. Ça va déjà affecter la vie des producteurs. Donc, il y a déjà une conséquence sociale. C'est que
les producteurs vont voir leurs ventes chuter. Si un indice comme ça peut décider des conditions de vie de producteurs, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Et c'est le cas. Alors, on va préférer le polyester à la soie, parce que les indices Higg ont bien noté le polyester, et donc il va être produit, les marques vont avoir un discours très positif sur le polyester, etc. Mais la réalité, c'est qu'il est 2 fois moins cher que le coton, par exemple. Donc, c'est sûr que les fabricants ont intérêt, les vendeurs, les commerçants de vêtements ont intérêt à favoriser le polyester. Mais la réalité, c'est que le polyester, le nylon, l'acrylique et d'autres fibres synthétiques sont d'origine fossile. Ils sont produits avec du pétrole et du gaz naturel à la base, dont l'extraction est associée à des émissions de méthane. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais je vous décortique ce qu'il y a dans les rapports des académiques que j'ai cités au début, qui font partie de l'Université de Genève et de Londres. Et donc, voilà, ils ont établi que, au final, le polyester ne peut pas être considéré vraiment comme durable. Les fibres plastiques du polyester ont une empreinte carbone élevée. Elles ne se décomposent pas. Le polyester libère dans les machines à laver des microplastiques toxiques comme l'antimoine, une matière chimique qui sert de catalyseur à la production de ces vêtements. Elle émet une certaine toxicité. Alors tout ça n'est pas pris en compte. En plus, le polyester n'est pas recyclé de fibre à fibre aujourd'hui. Et on l'exporte et on l'entasse sous forme de montagnes de déchets de vêtements dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. On va finir par les incinérer, mais ça, c'est pas bon pour le climat, évidemment. Et on va recréer du polyester vierge et très bon marché. Pourquoi ? Parce que ça permet de vendre des volumes et des volumes. Donc là, il y a une logique quand même plus commerciale que durable. Autre domaine, c'est le coton organique. Alors là, bon, il est considéré par les principales marques, les grandes surfaces de vêtements, que le coton organique utilise 80 à 90% moins d'eau que le coton traditionnel. Ça aussi, c'est remis en question par des scientifiques qui disent qu'il n'y a aucun fondement scientifique à cette affirmation. En fait, le coton organique, ce qu'il a, c'est qu'il n'utilise pas de pesticides synthétiques. C'est ça. Et en quoi le fait de ne pas utiliser des pesticides synthétiques signifie qu'on utilise moins d'eau? Ce n'est pas démontré. La consommation d'eau pour la production de coton, elle dépend en fait de conditions climatiques, c'est-à-dire de la quantité d'eau de pluie reçue, des techniques d'irrigation, mais pas vraiment du caractère conventionnel ou organique du coton. Donc il y a beaucoup de choses à discuter derrière ces indices qui schématisent beaucoup la situation et dont on peut remettre en question les préceptes. Il y a beaucoup de cas établis par la recherche qui ont montré que le coton organique consomme parfois plus d'eau. S'il n'a pas reçu beaucoup de pluie, il aura plus d'eau d'irrigation. Et donc, ce n'est pas du tout confirmé de dire qu'il est plus durable. Ensuite, il utilise des pesticides aussi, mais pas de synthèse. De l'engrais animal, par exemple, qui contamine les eaux. Qu'en est-il de ce fait ? Son rendement moindre peut aboutir à ce qu'il utilise plus d'eau par kilo de grains de coton. Et c'est seulement lorsqu'il est cultivé dans des régions où il pleut beaucoup que le coton organique va utiliser moins d'eau d'irrigation. Et même là, ce ne sera pas 80% d'eau de moins. Donc, vous voyez, c'est pas du tout évident. Déjà, il faudrait qu'il y ait plus de points de vue, d'indices différents en concurrence. On ne veut pas avoir un monopole sur ces concepts-là parce que c'est des points de vue, des partis pris sur qu'est-ce qui est organique et qu'est-ce qui ne l'est pas, qui peuvent être débattus, qui ne se font pas consensus en fait, mais qui influencent toute l'industrie textile et tout ce qu'on porte. Alors que c'est extrêmement sujet à discussion. Donc ça mérite là aussi d'en savoir plus, même si on a certainement autre chose à faire que d'aller chaque fois regarder ce qu'il y a derrière les labels de tout ce qu'on porte, mais ça vaut la peine parce que
on voit que rien de tout ça n'est évident. Enfin, il y a l'impact social de l'industrie du coton. Et là, la recherche a consacré beaucoup à voir un peu comment vivent les producteurs de coton organique et les producteurs de coton conventionnel. Et est-ce que les producteurs de coton organique s'en sortent mieux? Parce qu'à la fin, c'est ça l'enjeu. S'ils s'en sortent moins bien, à quoi on est arrivé? On est arrivé, nous, à porter des fibres organiques qui utilisent moins d'eau, mais avec des gens qui sont plus malheureux qui les produisent. Il faut que ça ait du sens, ces labels, quand même. Et effectivement, les producteurs de coton organique, ils s'avèrent souvent endettés. Il y a un taux d'abandon élevé, c'est-à-dire qu'ils arrêtent. Leurs conditions de vie ne sont pas meilleures. Les marques elles-mêmes n'ont pas montré qu'elles se souciaient d'améliorer ces conditions de vie, d'améliorer leurs revenus, par exemple, parce qu'elles veulent quand même maximiser leurs marges. Ce qui s'est avéré plutôt, c'est que sur le terrain, elles vont négocier très durement avec les producteurs, très très durement. Elles essaient d'avoir le prix le plus bas possible. Ça, c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, même la certification n'est pas très fiable. Alors, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais avant de dire qu'un coton est organique, on ne fait pas toujours, notamment il y avait des exemples sur le coton indien, où on ne fait pas vraiment toutes les vérifications nécessaires sur la source du coton, et on ne le certifie pas dès le début, on le certifie qu'au moment de l'égrenage, et on se trompe dans l'étiquetage, puisque finalement, il y a plus de coton organique vendu dans le monde que de coton organique produit. Alors, il y a un petit souci, c'est comme dans la finance, il y a plus de fonds sur l'or que d'or qui existe vraiment. Alors là, c'est là qu'il faut commencer à avoir un peu la puce à l'oreille par rapport aux problèmes d'étiquetage qui peuvent exister. Ensuite, les agences de notation. Alors là aussi, il y a une agence qui domine beaucoup, c'est Sustainalytics. C'est elle qui va noter la durabilité. Et là, elle laisse aux marques elles-mêmes le soin de vérifier la durabilité de leur chaîne de production. C'est pas elle qui va aller vérifier. Mais c'est la même chose que les agences de notation bancaire. Hein. Elles les notent sur parole. Elles sont payées par les marques. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts, peu d'indépendance. Et personne ne va superviser ces agences de notation sur leur travail, sur leur indépendance, sur leur fiabilité. Donc, c'est pas sur Sustainalytics. D'ailleurs, on a vu que Sustainalytics avait des notes assez complaisantes sur des produits qui n'étaient pas aussi durables qu'ils auraient dû l'être. Voilà. En conclusion, l'industrie verte doit revoir sa gouvernance en général si elle veut être crédible, parce qu'aujourd'hui, le greenwashing est devenu un thème très suivi par beaucoup d'ONG. Et tout finit par sortir finalement. Il y a des gens qui vont sur le terrain, qui vont dans les mines, qui regardent les conditions de travail, qui vérifient comment les gens cultivent le coton, qui calculent l'eau de l'arrosage, de l'irrigation, l'eau de pluie. Tout ça, il y a quand même, heureusement, hein, il y a du financement pour le faire, pour informer et se rendre compte des réalités. Et donc, il ne faut pas que le consommateur occidental se contente d'une information de type commercial. Il doit aller plus loin, il doit aller chercher ce que disent les ONG à ce sujet, il doit googler, voir problème avec les labels, greenwashing, etc., s'informer un peu plus en détail, parce qu'il doit savoir que c'est toujours plus complexe sur le terrain que ce qui est annoncé. Je n'ai pas fait le domaine alimentaire, mais il y aurait aussi beaucoup de choses à dire par rapport au label bio. Mais ça aurait été beaucoup trop long. Mais au final, on aboutit à des choses un peu absurdes où on fait porter à des travailleurs du Sud, par exemple, le coût d'initiatives faussement environnementales et peu sociales. Et voilà, ça c'est ce que signifie aujourd'hui ces labels. C'est une tentative, mais c'est pas un aboutissement. C'est pas vraiment de quoi avoir une vraie bonne conscience. Ça, il faudrait faire plus et autrement pour ça. Et aux consommateurs d'être le plus critique parce qu'on est, nous, la source finalement de toute cette chaîne. On peut l'influencer. C'est quand même toujours les consommateurs qui décident à la fin.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et on est maintenant ouvert aux questions, aux remarques.